les rencontres d'économiques, qui ne sont pas une nouveauté pour moi, puisque j'étais avec vous il y a 3 ans, pour la présentation d'un de mes ouvrages, La fin du capitalisme, dont malheureusement vous avez vu depuis 3 ans qu'elle n'est pas totalement encore en place. Ça se prépare, mais ça se prépare lentement. On va en parler. Donc merci en tout cas de m'avoir invité à nouveau. Je pense qu'on va pouvoir effectivement avoir des réflexions intéressantes sur ce sujet, très beau sujet, la monnaie dans tous ses états, dont on a déjà eu beaucoup d'échos lors des conférences précédentes. Et je vais essayer d'apporter ma pierre, ma contribution dans ce domaine. Donc merci encore une fois, Dany, merci à vous tous et à toute l'équipe, bien entendu, puisque c'est un travail collectif. Peut-être un mot quand même pour me situer, parce que je dénote un peu dans le groupe des conférenciers l'image d'HEC, dont d'ailleurs très justement hier on a dit que ça fait partie des choses qu'il faudrait supprimer. Thomas Guénolé l'a dit avec effectivement Sciences Po ou d'autres institutions. Récemment, il y a un prof émérite de Bristol, je crois, qui a dit effectivement ça suffit, toutes ces écoles de commerce, supprimons-les. Bon, on pourra en parler. Je crois qu'effectivement, ça peut être intéressant, vous allez voir comment, que quelqu'un d'un établissement de ce type, alors avec ce parcours si singulier qui est le mien, bon, c'est un peu un apax, comme on dit effectivement dans le cadre de cette école, c'est-à-dire quelque chose de totalement original. Je ne suis pas très en phase avec mes collègues, ceux qui sont à côté, là, David Tesmar, etc., qui nous expliquent tous les jours que les marchés sont efficients et de plus en plus efficients, de plus en plus à côté de la plaque, mais enfin, c'est ce discours. J'ai un peu regardé ce qui se dit à côté. Je veux dire, bon, j'espère, c'est pas immodeste, ni pour moi, ni pour tous ceux que j'ai entendus extrêmement brillants hier, mais je veux dire, quand on voit la daube qui peuvent sortir, mais totalement autoréalisatrice, creuse, vide, mais vraiment, on se dit, c'est quand même étonnant le monde actuel. Bon, on en reparlera, c'est quand même étonnant, parce qu'ici se dit des choses, certaines on peut en discuter, des stratégies hautes, mais on a quand même l'impression qu'il y a une réflexion sur le monde tel qu'il est, et pas simplement des évidences. Mais enfin, des évidences qui servent des intérêts, attention, il ne faut pas non plus se tromper, ils sont cohérents de l'autre côté, ils sont pas stupides. Donc, juste quelques mots, parce qu'effectivement, je suis maintenant prof émérite, donc j'ai fait cette carrière en parallèle avec d'autres missions, pour moi, extrêmement essentielles, mais la pédagogie fait partie des choses essentielles, donc je n'ai aucun problème avec le fait d'avoir tenter auprès de ce public des étudiants d'HEC, des masters, du doctorat et autres, de leur expliquer comment fonctionne l'économie et la finance et de la déconstruire, donc pas dans le sens des traders ou autres, et je pense que c'est une fonction importante qui laisse, alors c'est le colibri de notre ami Rabi, bon, il y aurait à dire là-dessus, mais je veux dire, c'est toujours au moins quelque chose, donc ça ne les empêche pas pour la plupart d'entrer chez BNPP, chez McKinsey ou autre chose, mais enfin pour certains ça donne aussi des éléments et voilà, toute réflexion sur notre système peut être utile. Ça n'a pas été simple pour ne rien vous cacher, mais là aussi c'est intéressant parce qu'on voit l'évolution de notre système, on voit l'évolution des institutions et on voit l'évolution du capitalisme tout simplement. J'ai été mis en grande difficulté à une époque parce que tout simplement ce que je disais n'était pas exactement mainstream. La Chambre de commerce et d'industrie de Paris, qui est l'organisme de tutelle, trouvait assez insupportable qu'il y ait des professeurs qui ne distillent pas la pensée dominante. Alors très vite, en plus, j'intervenais auprès, en tant qu'expert comptable, parce que j'avais aussi cette formation, j'intervenais auprès des comités d'entreprise, dans le cadre des ordonnances de 45, expliquer les comptes pour voir ce qui se passe. Intervenir dans les plans de restructuration, les plans de licenciement. Tout ça n'était pas évidemment du goût de la Chambre de commerce, mais ça fait partie du statut des profs à HEC. Donc j'ai eu cette fonction. J'ai été attaqué devant le Conseil de l'Ordre pour être radié comme expert comptable. Et c'est tout de même une de mes fiertés. L'Ordre des experts comptables a dû considérer qu'il n'y avait absolument pas de raison de poursuivre. Le sujet est intéressant. On était dans les années 70, avec les comptes de Thomson. Je démontrais déjà que les subventions publiques servaient à surtout verser les dividendes aux actionnaires, là où normalement elles avaient d'autres fléchages. Et l'Ordre des experts comptables n'a pas pu déceler la moindre erreur technique ou autre, et donc il n'y a pas eu de difficulté.
Quant à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, je ne vais pas être méchant, mais le petit milieu extrêmement étroit des années 70 a fait place à un milieu un peu plus ouvert, un peu plus habile. Et on s'est dit dans les années 80, c'était Mitterrand, il y avait tout ça. Finalement, s'il y a des profs critiques à HEC, ça prouve qu'HEC est une institution très ouverte, n'est-ce pas? Alors, il ne faut pas se leurrer. Moi, je sais ça aussi. On est utilisé, mais bon, au moins, on fait son travail. Donc, j'essaie de dire ces quelques mots parce que c'est toujours important de savoir qui on a en face de soi. Donc, comme on disait, n'est-ce pas, moi, quand j'étais un peu plus jeune, d'où tu parles, toi, hein, voilà. Bon, moi, je parle de là. J'ai fait ces études, j'ai fait cette formation. Bon, aussi une formation universitaire. Et comme vous allez le voir, pour ceux qui ne m'avaient pas vu il y a 3 ans, je ne suis pas tout à fait le représentant de ce monde d'HEC et de la finance. Voilà. Donc ça, c'est le premier point, avant d'aborder donc notre sujet sur lequel je voudrais dire en propos liminaire la chose suivante, c'est que s'il y a bien un domaine auquel en général on ne comprend rien, c'est la monnaie. On n'y comprend rien à la monnaie, et en particulier les économistes d'ailleurs, je veux dire, et ceux qui font profession de travailler sur la monnaie. Je ne serai pas méchant sur pas mal d'ouvrages sur lesquels j'ai pu travailler, et je m'inclus bien entendu dans le lot, ne vous inquiétez pas, tout en essayant de faire quelques avancées, comme on essaiera de voir ensemble. On n'y comprend pas grand-chose, parce que ce n'est pas très compréhensible non plus. Pourquoi je dirais, un objet, un bien, naturel ou artificiel, en vient-il à assurer l'équilibre du fonctionnement des sociétés? C'est pas très clair, ça a toujours été mystérieux. Alors, je vais essayer aussi de m'inscrire dans ce qui se fait depuis 2 jours, de façon tout à fait remarquable ici. Hein. J'ai écouté, bien sûr, les travaux de mes collègues ou autres, enfin, de ceux qui sont intervenus. Donc, j'essaierai de ne pas faire redondance, peut-être de faire écho parfois, et donc de ne pas tout développer. Je crois, en tout cas, que je vais vraiment insister clairement sur la double dimension de la monnaie. Parce que si on ne comprend rien à la monnaie, il y a quand même une certitude, c'est qu'elle a une dimension symbolique, qui naturellement est niée de l'autre côté, là, comme on disait tout à l'heure, et elle a effectivement une dimension instrumentale, qui, elle, est la seule prise en compte de l'autre côté. Donc ça, c'est clair qu'il y a une dimension symbolique et une dimension instrumentale. Je vais essayer de dire un certain nombre de choses sur les points suivants. D'abord, je vais commencer par dénoncer les 2 fables qui sont colportées par la doxa économique sur la monnaie, justement la doxa du troc, qui est une escroquerie, et la doxa de la monnaie comme technique neutre. Ça, ce sera mon point de départ. Je vais ensuite essayer de montrer rapidement les différents temps de la financiarisation et de la création de l'euro, comment on a créé l'euro. J'essaierai de montrer ensuite comment l'euro a des conséquences majeures. Et si Dany veut bien, et si malheureusement si j'espère, je n'ai pas dépassé les 40 minutes, j'aimerais dire quand même un mot des monnaies électroniques, Bitcoin et autres, et des monnaies locales qui sont exactement antithétiques, justement. Bon, certaines sont à soutenir, d'autres pas, de mon point de vue, mais même celles qui sont à soutenir, c'est problématique. Voilà. Donc je vais essayer de faire tout ça dans le temps qui m'est imparti. Je commence par les 2 fables. La première fable, c'est celle du troc. Alors, chacun aime bien se mettre sous l'égide de gens qui réfléchissent, hein, parce qu'on n'est jamais des Deus ex machina, hein, surtout pas. J'entendais Thomas hier dire, effectivement, Emmanuel Todd, je suis absolument d'accord avec lui. Moi aussi, je me mets sous l'égide d'Emmanuel Todd, que je trouve une des pensées les plus brillantes aujourd'hui. Mais j'ai une autre référence, moi, qui est David Graeber. Alors, David Graeber, qui est pour moi, évidemment, la référence absolue en matière de dette. Et 5000 ans d'histoire de la dette, c'est un ouvrage qu'il faut lire. C'est un pavé, bien sûr, mais c'est un ouvrage. Alors, ce que dit David Graeber, c'est très intéressant. C'est que, contrairement à la théorie économique classique, hein, Adam Smith, 1776, Adam Smith dit, oh là là, les sociétés ont commencé par faire du troc, etc. Puis après, ils ont avancé, ils ont créé des monnaies, et puis après, ils ont créé le crédit. Ce que dit Graeber, c'est tout faux. Tout faux, Adam Smith. Il faut se permettre, mais bon, et alors? Pas parce que c'est Adam Smith que... ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, c'est tout faux, parce qu'en réalité, ce qui est premier, et qui est très intéressant pour nous, allons voir Mauss, allons voir Lévi-Strauss, mais là, c'est plus complexe, parce que est-ce qu'on est dans le don ou est-ce qu'on est dans l'échange? En tout cas, ce qui est premier, c'est jamais le troc. Ce qui est premier, c'est la confiance structurante d'une société. Qu'est-ce qui fait que des êtres sont ensemble, sont en société, et ont confiance les uns dans les autres? Avec l'opposition par rapport au reste. Nous, on est le monde, et tous les autres sont des barbares. Barbares chez les Grecs,
prenez toutes les grandes figures. Une autre grande figure, sous l'égide de laquelle j'aimerais bien placer, malheureusement, on ne peut plus, et depuis longtemps, c'est Pierre Clastres, bien entendu, figure absolue, là aussi, de la sociologie. C'est imbécile, c'est tué dans les Cévennes, alors qu'il n'y avait pas 40 ans. Bon. Mais bon, La société contre l'État, ouvrage de référence que je vous mentionne. Donc ça, c'est le premier point. Le cycle inaugural, ce n'est pas le troc, puis la monnaie, puis le crédit, c'est l'inverse. Et c'est très intéressant. Et Lévi-Strauss le montre chez les Lambic-Voira, c'est-à-dire que le troc n'existe pas. Le troc n'existe pas, il n'existe que comme, ou plus exactement, il n'existe, alors ça c'est ce qu'on a essayé de nous développer après, que comme élément résiduel. C'est-à-dire, c'est quand on n'arrive pas à faire fonctionner la société qu'on recourt au troc, et notamment avec les autres, c'est-à-dire les non-humains, ceux qui ne sont pas les étrangers, les barbares, etc. Bon, on pourra développer si vous le voulez, mais je veux dire ça comme premier élément important. Le deuxième élément, c'est cette fameuse neutralité institutionnelle de la monnaie. Alors on nous dit, bon, ce qui est une évidence, on nous dit la monnaie a 3 fonctions. Payer, calculer, thésauriser. C'est vrai. C'est vrai. Avec la monnaie, on paye ses dettes. Avec la monnaie, on calcule, on tient des unités de compte. Et avec la monnaie, on a un stockage de la valeur, de la richesse. Bon. On paye, on calcule, on épargne. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ceci est présenté comme... Bon, alors voilà, non, donc circuler, il n'y a rien à voir. La monnaie, c'est ça, c'est complètement neutre. Et ça va être très important pour nous sur l'euro. Donc l'euro est une monnaie comme une autre. Il était temps de passer à l'euro parce que c'est l'Europe et c'est bien, etc. Vous verrez ce que j'ai à en dire tout à l'heure. La réalité, c'est que ce n'est pas ça. La réalité, c'est que la monnaie, c'est aussi bien plus que cet outil naturel, jugé naturel, neutre axiologiquement, comme je disais, c'est-à-dire neutre au sens des valeurs, et qu'en réalité, la monnaie, c'est l'expression de la souveraineté. Ça, je crois qu'il faut absolument avoir ça en tête de façon profonde. La monnaie, c'est l'expression de la souveraineté. La souveraineté, c'est 3 choses. On collecte des impôts, on rend la justice, et on bat monnaie. Et ça, c'est ce qu'on a connu dans toutes les sociétés, notamment sous l'Ancien Régime et autres. C'était la fonction du roi. Je ne vais pas développer tout ça. D'ailleurs, je voudrais juste prendre 2-3 exemples pour voir à quel point c'est sensible, la monnaie. Prenons l'exemple de l'Allemagne. On en reparlera. L'Allemagne, vous allez voir, elle est assez au centre de mon propos, au point qu'on va croire que je suis obsédé, comme Todd d'ailleurs, comme Mélenchon. Bon, c'est pas les pires, hein, mais je crois qu'ils ont quelques raisons. Mais bon, on verra bien. Moi, je pense qu'ils ne sont pas obsédés, ni moi non plus d'ailleurs. Même si quand l'Allemagne perd, quand même, qu'est-ce qu'on est content, je veux dire. Bon, il y a les Anglais qui sont en train de débarquer. Les Anglais comme paradis fiscal, c'est pas mal. Donc, on ne sait pas très bien. Bon, enfin, c'est pas encore fini. Hein, il nous reste la semaine, comme vous savez, sur cet autre sujet. Bon, au moins aussi important, Dany, n'est-ce pas, que nos sujets... Ah, presque aussi important. Regardez comment les Allemands ont eu un mal fou à abandonner le Deutschmark. Parce que le Deutschmark, c'est le symbole de la puissance allemande. C'est le symbole d'un pays qui est le pays de la domination, quand même. Hein, et on va le voir à nouveau dans 2-3 exemples que je donnerai après, comment fonctionne l'Europe. Et d'ailleurs, ils ont fini par se rendre compte que c'était tout à fait bien, particulièrement le patronat allemand, quand ils ont vu qu'en fait l'euro, c'est le Deutschmark, c'est tout simplement ça. Donc on a complètement... Mais bon, ça s'appelle plus le Deutschmark, donc enfin, on y reviendra. Regardez comment les Anglais, et vous savez qu'ils ne l'ont pas fait d'ailleurs, ont décidé que pour eux, l'euro n'était pas un choix. Bien avant d'ailleurs les problèmes du Brexit. Alors l'explication, elle est simple, on va pas tout reprendre, ça je l'avais développé dans mes précédents ouvrages. C'est tout le moment des euro-dollars. Attention au terme, euro-dollar n'a rien à voir avec l'euro, bien entendu, mais c'est les euro-dollars au sens de l'Europe de l'époque et de la zone dollar, comment l'Europe s'organisait. En fait, c'était des problèmes qui venaient du Glass-Steagall Act dont on a parlé hier, on en reparlera, le fameux acte américain qui permettait de scinder banque de dépôt, banque d'affaires, enfin de tirer les leçons d'ailleurs de la grande crise de 29, et qui interdisait les rémunérations des comptes de dépôt des banques. Donc, comme toujours dans ce cas-là, le système, dès qu'il y a des interdits, dès qu'il y a de la réglementation, la seule chose à faire, c'est chercher à la contourner. Et donc, les milieux d'affaires ont trouvé le Royaume-Uni. Il y avait aussi les problèmes des transactions avec l'Union soviétique. Donc, ils ont trouvé le Royaume-Uni pour mettre en place un système, dit système d'euro-dollar, qui leur permettait de faire leurs transactions. Et c'est comme ça que la City a pris sa place. 65-73, à peu près, pour vous ayez les dates.
est devenue une place majeure, et ils se sont dit, puisqu'on est une place majeure, on continue. Évidemment, c'est devenu une place de paradis fiscal, c'est pas dit comme tel, mais le premier paradis fiscal actuellement, c'est bien sûr la City. Je veux dire, c'est pas. Arrêtons là aussi avec l'exotisme des îles à palmiers. Je veux dire, voilà. Ok, il y a des îles à palmiers, mais enfin. C'est pas à Moustique, etc., ou à Antigua que se fait la fraude fiscale. Elle se fait aussi, on l'a vu avec les Panama Papers, bien entendu. Mais ce sont des dérivés. Le gros du système, il est beaucoup plus à Londres ou d'ailleurs dans les Pays-Bas. Mais eux, on les a pas pris dans la Coupe du Monde cette année. Enfin, ils se sont pas pris. Donc c'est moins grave. Donc la City a pu effectivement s'installer. Et du coup, les Anglais ont dit, nous, on a une industrie extrêmement florissante, donc on ne veut pas être dans l'euro. Pour le dollar, je voudrais dire un mot quand même sur le dollar, j'y reviendrai aussi après, parce que c'est très intéressant de voir ce qui se passe avec le dollar. Je reviendrai sur l'histoire du dollar, parce qu'on croit qu'une monnaie, ça vient comme ça simplement. Vous allez voir que non, pas du tout. Pour le dollar, ce qui est très intéressant, c'est quand même de voir quelques éléments d'histoire. Moi, une des choses que j'ai retenues hier, parmi d'autres, mais bon, que je pensais, mais j'ai toujours un plaisir de voir quand d'autres pensent comme moi et qu'on est ensemble et qu'on avance, même si on n'a pas un poids encore aussi grand qu'on voudrait, c'est notamment avec Eric, tout ça, c'est de dire, si on ne regarde pas l'histoire, on ne comprend rien à ce qu'on est aujourd'hui. On est condamné à la répéter selon la formule qui a été reprise hier. C'est absolument évident. Bon. Sur la monnaie, qu'est-ce qu'il faut reprendre ? Il faut reprendre Bretton Woods. Bretton Woods, 1944. En 1944, à Bretton Woods, il y a deux hypothèses. Et il y a deux personnes majeures. Keynes, John Maynard Keynes, et White, Harry Dexter White, assistant du secrétaire au Trésor américain. Et le résultat, d'ailleurs, n'est pas surprenant, et pas surprenant pour la suite. Keynes essaye de dire, c'est plus possible ce désordre. Il faut trouver une monnaie mondiale. Il a raison. Il est intelligent, il fait des propositions. C'est là qu'il a proposé ce fameux Bancor, B-A-N-C-O-R en français. Bon, je ne veux pas le détailler, mais l'hypothèse était de trouver une... White dit non. Évidemment, soutenu par les milieux d'affaires américains. Non. On a un pivot actuellement, et ce pivot, c'est le dollar. On ne va pas se priver de ce pivot-là. Bon, bien sûr, les autres monnaies sont merveilleuses, importantes, mais on a le pivot du dollar. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a retenu le pivot. Mais en 1944, à Bretton Woods, on a gardé la référence nominale à l'or. Jusqu'en 71 et 76. 71, Nixon, le 15 août. La Vierge Marie n'a pas beaucoup intervenu, mais elle était occupée, elle aussi, par son assomption, alors que lui était plutôt préoccupé par la dégradation de l'or et la suppression de la référence. Il n'y a plus de référence. Et deuxième temps, il n'y a plus non plus c'est les accords de la Jamaïque, je ne vais pas vous détailler tout ça non plus, peut-être qu'on en reparlera à d'autres moments, toute référence au niveau des parités variables et autres. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, quoi ? Ce qui s'est passé, c'est que depuis 1976, on a une monnaie de référence, une monnaie dominante absolue, et c'est la monnaie dominante de la puissance dominante, tout ça n'est pas extrêmement surprenant, mais enfin, il faut quand même le dire. Donc, ça s'est fait comme ça. C'est-à-dire que, donc là aussi, par rapport aux remarques qui ont été faites hier plusieurs fois, ça peut être autrement, ça aurait pu être autrement. On aurait pu mettre en place le Bancor en 1944. On aurait pu, à l'après-guerre, on y reviendra sur beaucoup de mesures qui ont été prises, même aux États-Unis, par rapport à l'interprétation et la compréhension de ce qu'a été la crise de 29, ils étaient prêts à revenir sur l'actionnariat, quand même, avec Barry Mills. C'est les stakeholders qui deviennent importants et non pas les stockholders. Ils étaient prêts à scinder les banques et ils l'ont fait. Ils étaient sur des hypothèses. Donc, il y a des moments où on peut faire des choses. Bon, on y reviendra parce que vous voyez que je conclurai probablement avec Gramsci sur, malheureusement, le fameux... scepticisme de la raison qu'il faut conjuguer à l'optimisme de la volonté, mais par moments, je dois dire, par moments, je doute, voilà, comme sans doute vous tous, certainement. Puis il y a d'autres moments, on se remobilise, comme on le faisait il y a 50 ans. Bon, donc voilà, sur le dollar, là aussi, bon, je fais peut-être attention quand même, enfin plus ou moins. T'as pris un quart d'heure là. Oui, c'est bien, il fallait le prendre. Ouais. J'espère. Bon, alors les étapes, si vous voulez, les étapes de la financiarisation et de la création de l'euro. Bon, alors déjà là aussi, il faut reprendre les choses de l'histoire. Comment ça s'est passé l'après-Seconde Guerre mondiale ? Ça s'est passé de la façon suivante, c'est-à-dire qu'on a eu effectivement la reconstruction, on a eu la relance économique, et on a eu des États très impliqués, évidemment dans la politique monétaire, mais aussi dans le développement de leur pays. La France s'est développée avec effectivement la Banque de France qui était mobilisée, les avances du Trésor public, c'est-à-dire un système cohérent
pour financer une politique industrielle. Il y avait une politique industrielle du gouvernement et il y avait les outils monétaires notamment pour que ça se mette en place. Ça a parfaitement fonctionné, ça a donné le développement qu'on connaît pendant les 30 Glorieuses, et je vous rappelle quand même qu'en 1980, la dette publique de la France, hein, là aussi ces fameux mantras magiques de pourcentage, etc., eh ben, aujourd'hui, comme le redisait Thomas, on est quasiment à 90, enfin, on est quasiment à 100% de PIB, on était à 20% à l'époque. Bon, à savoir, je ne vais pas vous balancer 50 000 chiffres, mais enfin, c'est intéressant. Ce qui s'est passé, c'est que délibérément, et ça, c'est la mutation majeure, alors je vais dire qui et on, hein, parce qu'on sait Giscard d'Estaing, on sait Delors, on sait Mitterrand, on sait Bérégovoy, enfin un certain nombre de gens bien identifiés, bon, qui ne sont que naturellement les mandataires de puissance derrière eux. Hein. Je n'ai jamais pensé que ces gens-là venaient de nulle part. Pas plus qu'on me fera croire aujourd'hui, mais je l'avais déjà écrit il y a un an, que Macron vient de nulle part. Hein. Il n'y a que les imbéciles pour croire ça. Bon, qu'après, il ait sa personnalité et des caractéristiques singulières, ça, tout le monde les a. Mais bon, ne nous trompons pas quand même. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'on a délibérément fait le choix d'installer les marchés financiers comme effectivement l'instance de référence. Donc les États se sont dessaisis de leurs prérogatives et on a installé les marchés financiers dans des conditions qui ont parfois été exorbitantes. Hein. Patrick, qui est par là-bas, je crois, nous a parlé dans ses emprunts toxiques hier de situations d'indemnité invraisemblables. Je ne fais que vous citer, il est dans un de mes livres, l'emprunt Giscard, l'emprunt Giscard, qui à l'époque, on était encore avant l'euro, a collecté 3 milliards de francs, puisque c'était des francs, et a donné lieu, quand on a fait les derniers calculs, de tous les remboursements, les indemnités, les primes, les dédommagements, à plus de 42 milliards, 14 fois la somme initiale. C'est intéressant pour développer la France. Là, on a fait une belle action très intéressante. D'autant qu'encore une fois, les marchés financiers, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que les marchés financiers vont être mobilisés par la dette, parce que le déficit ne sera pas financé par l'impôt. Là aussi, c'est d'une simplicité biblique. Il n'y a pas besoin d'avoir fait HEC, Polytechnique ou que sais-je. Dans le certificat d'études, on apprend ça à tout le monde. C'est-à-dire que si tu es en déficit, ça veut dire que tes recettes ne sont pas couvertes par que tes dépenses ne sont pas couvertes par tes recettes. Bon, tu as 1000 de recettes, mais tu as 1300 de dépenses. Ah là, c'est pas bien, etc. Eh bien, dans ce cas-là, il y a du déficit. Il y a deux choses l'une. Où on a une politique fiscale qui consiste à dire les recettes sont insuffisantes, il faut qu'il y ait une fiscalité adaptée. Donc dans ce cas-là, remonter à 1300, on taxe davantage. Et à ce moment-là, on n'a pas de problème. Le déficit est financé par l'impôt. C'est ce qu'il doit être normalement. Mais si on ne fait pas ça, et si délibérément en plus, on fait tout ce qu'il faut pour ne pas le faire, parce que justement on baisse l'imposition des plus riches, je ne vais pas tout vous reprendre, le taux de l'impôt sur les sociétés qui est en train de baisser, comme vous savez, qui va tomber à 25, le fameux CICE, 7% de la masse salariale, bon c'est passé à 6, puis on va supprimer toutes les gens. Si on supprime les recettes fiscales par les entreprises, par les plus fortunés, par une politique libérale, on crée du déficit. Alors, déficit qu'on essaie d'ailleurs quand même de colmater en disant « Oh là là, c'est parce qu'on a des politiques une vraie gabegie, les dépenses en santé, le pognon de dingue, les dépenses qu'on a dans l'éducation, tout ça. Oh là là !» Et sans cesse, on vous restreint dans toutes les activités, collectivités, etc. On vous dit, voilà, vous n'avez plus vos moyens. Mais dans ce cas-là, on a quand même un déficit. Et le déficit merveilleux, on dit à qui ? On dit, on va aller voir les marchés. Que les marchés nous financent. Et les marchés financent, ils sont ravis. Donc, c'est pas la double peine là qu'on a, c'est le double bénéfice pour les riches. Premièrement, ils n'ont pas l'imposition qu'ils devraient avoir, donc diminution d'impôts. Et deuxièmement, on vient les voir après, maintenant que tu n'as pas payé d'impôts, on va quand même te demander de l'argent pour que tu nous le prêtes et qu'on te verse des intérêts. Ça marche le système. Pour un certain nombre, je veux dire, on ne voit pas beaucoup comment ils pourraient effectivement se plaindre. Bon, ça, c'est l'aspect extrêmement essentiel du recours au marché financier. Ça a été un déclencheur absolument massif. Moi, je pense que l'histoire sera sévère envers tous ces gens, hein, les Giscard, les Mitterrand. Enfin, j'en sais rien, à vrai dire. Mais j'aimerais qu'elle soit sévère. Parce que c'est vraiment... Comme dirait l'autre, c'est vraiment remettre les clés du camion, quoi, je veux dire. Mais remettre les clés du camion alors que tu n'as pas besoin de le faire. C'est ça qui est encore plus fantastique. On remet les clés du camion au marché financier alors qu'on a
strictement aucune raison. On a un système qui fonctionne, on a des institutions qui sont en place, la Banque de France, on a les inventeurs. Enfin, on a quelque chose qui a fonctionné pendant 30 ans de façon remarquable, sans crise, sans difficulté. Il y avait de l'inflation, mais elle était intégrée. Et l'inflation, c'est très intéressant. Dans la logique de la dette, ça, je suis sûr que René le redira tout à l'heure. Donc si vous voulez, on se dit, comment se fait-il? Alors si, mais la réponse est là, toujours la même. Malheureusement, toujours la même, quoi. Comme ça a été aussi dit et redit hier, et qu'on va redire sans cesse, tout est marché, il n'y a que le marché. Il n'y a plus rien qui échappe au marché, il n'y a que le marché. Le marché, c'est uniquement son accumulation, c'est une accumulation de la rente sans cesse, c'est des profits qu'il faut sans cesse réinvestir, et donc, comme le marché a raison, on fait tout par rapport au marché, et tout le reste n'existe plus. Et le désastre est patent et permanent. Bon, pas faire dans le misérabilisme, mais c'est tellement net, c'est tellement vrai, et c'est tellement simple, que ça nous laisse parfois un peu pantois. Bon, déni de démocratie, là aussi, parce que qu'est-ce qui se passe? On remet tout au niveau de cette banque centrale. Alors, je vois encore tous les discours qui ont été tenus en disant qu'est-ce que c'est bien maintenant. On a au moins une instance indépendante. Mais de qui se moque-t-on? On a une instance indépendante, parce que la Banque centrale européenne, elle ne prend pas ses instructions auprès de l'Allemagne, auprès de la France, auprès de l'Italie, etc. Mais c'est quand même vraiment se moquer du monde. C'est-à-dire, elle est indépendante de tout, sauf des marchés financiers. Donc, elle est l'instrument absolu des marchés financiers. Et surtout, ce qui est très intéressant, et c'est là où l'euro va devenir effectivement un élément majeur dans les politiques qu'on constate pour nous, c'est que bien entendu, elle ne fonctionne pas par rapport à des projets industriels, par rapport à des projets politiques des différents pays. Elle fonctionne par rapport à cette logique d'accumulation de la rente et donc effectivement des cotations, etc. Voilà. Alors, avec l'euro, ce qui se passe, c'est que à partir du moment où on crée une monnaie unique, ce qui était l'ajustement monétaire antérieur devient impossible. C'est-à-dire que les sociétés, pendant très longtemps, les différents États se sont ajustés les uns aux autres. Le franc par rapport à la pesette, la lire par rapport au Deutschmark, etc., etc. Et là aussi, on nous tient des propos mensongers. On dit « Oh là là, ouf, qu'est-ce que c'est bien. On est enfin sorti de ces dévaluations sans cesse, c'était une catastrophe. » Et bien, quand on les examine en détail, on s'aperçoit que c'est archi faux. Il y avait des dévaluations qui ont été effectivement ratées, il y a eu des situations difficiles, il y a eu des dévaluations qui ont été des succès. 1959 pour la France, prenez l'exemple, c'est une dévaluation qui a complètement relancé l'ensemble. C'est l'arrivée de De Gaulle, c'est tout un changement politique. Bon, je ne vais pas faire un couplet gaulliste, mais si vous voulez, c'est intéressant de voir ce qui se passe. Donc, attention, l'ajustement, la dévaluation, ça permet à certains moments et avec des politiques quelque chose. S'il n'y a plus d'ajustement, il y a ce que nous connaissons et qu'on appelle là aussi de ce beau terme de dévaluation compétitive, c'est-à-dire qu'on ne peut plus dévaluer. Donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est de resserrer. Sur quels critères? Sur les salaires. Donc, voilà. Donc, on massacre effectivement les populations. La Grèce est le pire des exemples, mais les autres pays, c'est pas beaucoup mieux. Ce qui se passe en Allemagne n'est pas fantastique, je veux dire, il faut voir, même pas fantastique du tout, les niveaux de rémunération. Donc on pratique la dévaluation compétitive. Autre fable, avec l'euro. La fable de l'Europe. Ah, avec l'euro au moins, l'Europe va être puissante. L'Europe va être puissante parce que, vous savez ce que ça va faire l'euro? Ça va permettre de contrer le dollar et la puissance américaine. Bill faisait. Mensonge et stupidité. L'union fait la force, etc. L'union fait la force dans un système. Les traités européens, ça a été bien dit et redit hier, je ne vais pas tout reprendre, mais la base de tous les traités européens, c'est quand même la fameuse concurrence. Il n'y a qu'une chose qui compte, la concurrence. Tout le monde en concurrence avec tout le monde. Alors, libre et non faussé, c'est merveilleux. C'est-à-dire, surtout libre et non faussé, c'est-à-dire que le marché. Alors, évidemment, libre et non faussé, oui, c'est que le puissant. Le puissant, il est plus puissant parce qu'il est puissant. Il a 1000 fois les. Ah oui, mais attention, et surtout pas que rien ne vienne entraver le fonctionnement du marché. Donc, l'union fait la force. C'est pas vrai. Au contraire, qu'est-ce qui se passe en Europe actuellement? Tout le monde se bat avec tout le monde. Tous les pays se battent les uns contre les autres. Enfin, tous les pays se battent. Il y en a un qui, effectivement, quand même, tient largement le fanion, je ne sais pas, ou qui tient en tout cas les rênes, et c'est évidemment l'Allemagne. Bon, et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est le massacre progressif
Et c'est très intéressant ce qui se passe, parce que avec les mesures Draghi, vous savez, les mesures Draghi pour le fameux assouplissement quantitatif, on a dit voilà, on va changer un peu les choses pour développer. Et le patronat allemand a toujours pareil, hein, quand c'est leur intérêt, a fini par comprendre. Dans un premier temps, ils étaient totalement opposés. Et puis ils se sont dit finalement, c'est très bien ces mesures, parce que ça nous permet de maintenir la situation telle qu'elle est. Et donc on va continuer le massacre, si vous voulez. On a une industrie, nous, le PIB, c'est même plus 12%, c'était 24% il y a 10-15 ans. L'Allemagne, si vous voulez, pour prendre une image, je pense que ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait entrer le renard dans le poulailler, mais ça, tout le monde le sait. Mais moi, je dirais beaucoup plus. On a surtout bien fermé le poulailler pour que les poules puissent pas se barrer, je veux dire. Donc c'est ça, hein, pour que le renard puisse faire bien son travail. C'est ça le carcan que je veux dire. Et je pense que c'est exactement ce qui se passe. Hein. Il faut prolonger l'image, hein, le poulailler, comme ça tout est bien fait. Ah, mais au nom de la concurrence libre et non faussée, au nom des traités européens, on n'y peut rien si c'est comme ça. Bon, je redirai un autre mot sur l'Allemagne, mais un peu plus tard. Bon, donc cette fable, tout ça je développe pas. Je ne peux pas tout dire, parce que sinon, il y aura des ennuis avec Dany. Alors, s'il y a un mot, quand même, j'avais dit tout à l'heure, je vous promettais, sur le dollar. Je voudrais quand même redire 2-3 informations qu'on n'a peut-être pas tous en tête. Le dollar a été créé et adopté comme monnaie unique le 6 juillet 1785 par le Congrès de la Confédération des États-Unis. On est en 1785. Bon, vous voyez bien l'histoire des États-Unis, assez logique. Mais les États de la Confédération gardent à ce moment-là leur monnaie, leur politique monétaire propre. Ils sont dans une confédération qui se met en place, mais ils ne sont pas les mêmes. Et donc, ils veulent avoir leur monnaie, ils veulent avoir leur choix. Ils veulent avoir leur souveraineté. Hein. Reprenez ce que je vous disais tout à l'heure. À titre d'exemple, je vous donne un exemple, le Greenback Party du National Labour Union, qui est créé en 1874, alors très intéressant par rapport à aujourd'hui, prône une politique monétaire inflationniste, parce que qu'est-ce qu'il faut ? Il faut permettre aux agriculteurs de rembourser leurs dettes. Alors ça aussi, revoyez Graeber. Mais bon, ça c'est la terrible angoisse depuis l'aube des temps, si je veux dire, depuis Sumer, depuis les Hébreux de l'Antiquité, c'est qu'on a toujours cette terreur que les dettes ne puissent plus être remboursées. Parce que les dettes s'auto-alimentent et deviennent explosives, exponentielles, illimitées, et bien sûr font vaciller les sociétés. Alors c'est l'effacement des tablettes, c'est le jubilé hébraïque, tous les 7 fois 7 ans, 50 ans, et on efface les dettes. Bon, c'est pas tellement ce qu'on fait avec la Grèce, et je vous redire un mot sur la Grèce et l'Allemagne, parce que là aussi c'est quand même intéressant. Quand on se souvient de ce qui s'est passé en 53, certains le savent peut-être, et je vais vous le redire dans 2 minutes. Bon, donc qu'est-ce qui se passe avec les États-Unis ? Donc il faut de l'inflation d'une certaine façon, hein, pour effectivement rembourser. Autre scandale absolu sur l'inflation, ça me revient comme ça. Mais je veux dire, oh là là, écoutez les Védrines, des gens comme ça, des gens insupportables à écouter. Enfin bon, pas que lui, hein. J'ai rien contre Védrine en particulier, mais enfin avec sa petite voix qui veut avoir l'air d'être en plus prétentieuse en plus. Oh là là, nous, on veut protéger, parce que l'inflation, c'est pour protéger les plus petits, etc. Mensonge absolu, l'inflation. Pourquoi on ne veut pas d'inflation ? Parce que s'il y a de l'inflation, et on l'a connu avec les 30 Glorieuses, ça ne protège pas la rente. C'est pas bon pour la rente, parce que quand il y a de l'inflation, effectivement, ça ne protège pas le compte d'épargne de 500 euros ou de 800 euros de M. Dupont et de Mme Durand. Ok, s'il y a un peu d'inflation. Mais le vrai problème, ce n'est pas le compte d'épargne de M. Dupont et de Mme Durand, c'est les milliards qui sont effectivement de la rente, parce que là, l'inflation... Donc, pourquoi on ne veut pas d'inflation ? Parce qu'on veut maintenir la rente. On est dans un système rentier qui est sans égal. Au début du XXe siècle, c'était rien du tout à côté de ce qu'on a comme système de rente. Donc sur l'inflation, là aussi, un mensonge total. Donc, par rapport à la dette. Alors, je continue quand même sur le dollar. Je faisais une petite digression, excusez-moi. Donc, toujours l'inquiétude devant la prolifération de la dette. Bon. Eh bien, vous savez à quel moment le système fédéral de réserve s'est mis en place, c'est-à-dire une unification du système du dollar. Ça s'est fait en 1913, 128 ans après la création de la monnaie. Ce qui veut dire une chose essentielle par rapport à notre réflexion sur l'euro, c'est qu'une monnaie unique entre des États qui en plus font un cheminement commun, ce qui est le cas aux États-Unis, et loin d'être le cas aujourd'hui en Europe, on en reparlera, ne peut se mettre en place que si les conditions de son adoption sont là. Ce qui veut dire aussi tout le raisonnement que j'ai, vous l'avez bien compris depuis le début, la monnaie elle vient à la fin, elle ne vient pas au début. On ne commence pas par faire la monnaie. Mais nous, pourquoi on a commencé par ça et pas par le social ? Vous avez vu, même l'antisocial, comme l'a dit Thomas Guénolé hier, et pas le fiscal, pour des raisons toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas le faire.
Alors il y a peut-être quelques naïfs, peut-être qu'un Delors pensait qu'on ferait du social un jour. Giscard, j'en suis sûr que non. D'autres, enfin j'en suis sûr de ce que je connais, de ce qu'il a écrit autre, je n'ai pas d'acquaintance. Mais je veux dire, je pense qu'effectivement, il y avait peut-être pour certains l'idée d'un projet noble, généreux, etc., qu'avaient ceux de l'immédiate après-guerre. Et quand ils ont voulu l'Europe, je pense qu'ils n'ont pas voulu une Europe crapuleuse. Et ils n'ont pas voulu une Europe que pour les marchés financiers. Même s'il y avait quand même tout le reste, la tricontinentale, le Bad Godesberg, il y avait des éléments pour le penser. Relisez là-dessus Robert et Saleh, l'Europe sociale est mal partie. Relisez le viol d'Europe aussi de... Comment il s'appelle viol d'Europe, c'est... Je ne sais plus, Internet, cherchez-le. Enfin, bon. Tous ces ouvrages montrent très bien que cette Europe-là ne s'est pas faite par hasard. C'est-à-dire que l'Europe qu'on a là aussi, arrêtons de nous raconter l'histoire. Ce n'est pas par hasard que notre Europe, au fond, la seule réalisation de l'Europe, après la paix, parce qu'on n'arrête pas de nous bassiner avec la paix. Moi, j'ai 70 ans, ça commence à me bassiner, je veux dire, la paix, oui, on a fait la paix après la guerre, très bien, je suis très content de ça. Bon, encore qu'il y a quelques zones dans l'Europe, quand on voit ce qui s'est passé en Ukraine, Tchétchénie, etc., déjà, c'est moyen. Mais enfin, admettons, on est à peu près dans la situation de paix. Mais c'est pas, on va pas nous dire que c'est ça c'était il y a, effectivement, avant que je naisse. Moi, enfant du baby-boom, enfin, d'autres ici le sont peut-être. Donc ça suffit. On ne peut pas avoir... La seule chose qu'on ait réalisée, c'est effectivement la monnaie unique, et pas commune, donc l'euro, et c'est la seule chose. Et tout le reste est au contraire en sens inverse. Antisocial, anti-fiscal, anti-budgétaire, etc. Donc arrêtons de nous raconter des histoires. Bon voilà, l'exemple du dollar peut être intéressant pour voir comment même le dollar, qu'on nous donne comme exemple, n'est pas venu comme cela, et il n'a pas été créé sans un processus très lent dans lequel la souveraineté devait trouver une solution. Ce qui d'ailleurs est très intéressant pour nous, il va avec toutes nos réflexions, je pense, depuis 2 jours, c'est qu'évidemment que la monnaie unique, moi j'ai aucun problème avec un euro, qui adviendrait le jour où une souveraineté européenne se mettrait en place, entre des peuples qui auraient des projets, peut-être pour certains différents, un Italien, franchement, quand on a un peu de recul sur la vie, on sait bien qu'un Italien, un Allemand, un Anglais, un Français, c'est pas pareil, je veux dire, chaque fois que je circule dans le monde, on me dit, oh, toi t'es Français, je veux dire, c'est bon, ben oui, sans doute il y a quelque chose là, hein, pas au sens naturellement génétique et racial et je ne sais quoi, mais au sens culturel, au sens de l'éthos, hein, ce qui fait qu'on est construit par nos cultures. Eh bien, moi, je pense que ça a du sens si quelque chose se construit dans ce sens-là, d'une vraie Europe, mais pas du tout celle qu'on a là, qui est l'Europe des marchés, comme on vient de le dire. Alors, les conséquences de l'euro, pour que je tienne à peu près mon temps, d'abord un point important, l'Europe, l'Union européenne, ok, c'est mise en place, bon, dans les conditions désastreuses que je viens d'indiquer, et que d'autres ont indiqué avant moi, mais même l'euro n'a pas été choisi par tous. On le sait bien. Il y a 28, bon, je laisse de côté pour l'instant le Brexit, donc elle s'est construite d'abord à 6, ça s'est élargi progressivement, on est 28 maintenant, sur les 28, il y en a 19 sur 28, ça fait 70%, un gros 2 tiers qui ont choisi l'euro, et comme je viens de le dire, on n'a pas retenu les autres dimensions, on n'a rien fait sur le plan fiscal, sur le plan social, c'est pire. Travailleurs détachés, je ne reprends pas tout ça, tout le monde le connaît, et ça a déjà été dit. J'essaie de plutôt apporter, si possible, des contributions originales. Hein. Chacun essaie de faire ça. Bon, donc tout ce qu'on a fait, c'est la gestion de l'inflation et de la dette publique. Là-dessus, j'en ai parlé. Moi, je pense qu'il faudrait, et je vous donne ce conseil à tous, là, parce que nous, on est, au fond, un petit peu, on peut être les éclaireurs auprès des autres. On rencontre des gens tous les jours, enfin, comme moi je le fais dans mon métier, que ce soit en tant que prof, que ce soit en tant que consultant, que ce soit en tant que militant dans différentes choses. Moi, j'essaye de dire à chacun, toi, tu es agriculteur. Qu'est-ce qui se passe pour toi ? Tu es agriculteur, tu vois les prix de tes produits sans cesse plus problématiques, tu vois qu'avec la PAC, avec les marges des distributeurs qui sont aussi la conséquence d'un système effectivement économique, tout ça s'est raboté, il n'y aura peut-être plus de PAC demain, et tu n'arrives pas à faire face à ça. Toi, au contraire, tu es salarié d'une entreprise industrielle, tu es ouvrier, tu es technicien, tu es employé, tu es cadre, et tu as des délocalisations, tu as des plans sociaux sans cesse, tu as des conditions de travail, de rémunération sans cesse dégradées. Toi, tu es fonctionnaire ou tu es salarié d'une structure qui intervient dans le secteur culturel ou dans l'administration. Et tu constates que les budgets se réduisent chaque année, etc. Toi, tu es enseignant, tu es infirmier, bon, etc., etc. Et tu subis des contraintes. Tous, nous n'avons pas l'impression que c'est l'euro qu'il faut incriminer. Et je suis d'accord, parce que ce n'est pas l'euro en premier chef. Mais il faut comprendre
que dans ce qui va nous arriver, l'euro joue son rôle comme une arme d'un dispositif. C'est ça qu'il faut bien comprendre. L'euro est l'arme du système qui, effectivement, nous a servi et qui est parfaitement cohérent de ce point de vue-là. Et si on ne comprend pas ça, on passe complètement à côté de la plaque. On ne peut pas nous balancer toujours. Ah, mais si tu es contre l'euro, c'est que tu n'es pas européen. Ces conneries-là, je veux dire, on ne peut plus les entendre à un moment. On dit c'est trop, là, je veux dire, trop de bêtises, quoi, je veux dire. On ne peut pas me dire. Ou alors c'est simplement de la manipulation parce qu'on ne veut pas me reconnaître dans mes propos. Étant générique, vous l'avez bien compris. Non, on ne peut plus dire ça. Donc, il faut bien voir ce que c'est. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne comme ça. Et pas autrement. Ça interdit de corriger les différentiels de compétitivité. Ça, effectivement, intervient sur les politiques de récession. On nous dit, ah là, c'est pas possible. Donc, politique de récession, politique, effectivement, d'austérité. Du coup, les budgets des collectivités, les politiques éducatives, tout ça s'enchaîne. Tout ça, si vous voulez, ça, c'est un autre point sur lequel je voudrais absolument insister. Tout est incroyablement logique. On a un système qui est d'une logique absolue, qui est d'une puissance absolue. Et il ne faut pas qu'on le prenne sur le plan sentimental, ni même psychologique. Hein, surtout pas. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas psychologiquement impliqué. On voit des choses douloureuses, désastreuses. Mais c'est un système qui est absolument d'une logique inéluctable. Bon, voilà. Donc, ça ne va pas bien se passer. Hein, je crains. Bon. Donc, les constats sont flagrants. Bon. Pardon ? Ah oui, bon, je me dépêche. Alors, bon. Eh bien, je vais parler de l'Allemagne, et après, je dirai un mot. Sur les autres monnaies, on en parlera peut-être au moment des questions. Je voudrais parler de l'Allemagne. Bon, les exportations de l'Allemagne, c'est plus de 1500 milliards par an. La France, c'est moins de 500 milliards, etc. etc. Alors, je voudrais parler de l'Allemagne. Alors, évidemment, loin de toute germanophobie qui serait purement stupide, ridicule, condamnable. Mais je trouve quand même... Et là, je suis dans la lignée de Todd, je suis dans la lignée peut-être de Mélenchon, Justin Trudeau, mais bon, comme ça, ils disent des choses. Les gens qui disent des choses intéressantes, on les prend quand elles sont intéressantes. Je pense que les élites françaises entretiennent un rapport curieux avec l'Allemagne. Fait de peur et d'envie, fait de ressentiment et d'admiration. L'Allemagne, c'est toujours un cas assez particulier, et je trouve que le mantra de l'amitié franco-allemande est d'une hypocrisie absolue. Mais on nous le balance tous les jours. Bruno Le Maire ne parle que de ça, d'autres, etc. Enfin, parmi ceux qui ont la parole officielle, hein, ça ne veut pas dire qu'ils sont intéressants, naturellement. Bon. Alors, ce qu'il faut quand même regarder, parce que si on regarde en tant qu'économiste ce que fait l'Allemagne, elle mène une politique strictement nationale. Il n'y a pas de pays qui soit plus centré sur ses propres choix que l'Allemagne, en parlant de l'Europe, etc. Strictement national. Et elle se sert de l'euro, bien entendu, pour nous interdire de dévaluer et donc de baisser le coût du travail. Donc ça permet le fameux renard bien installé dans son poulailler et il fait son massacre comme il faut. Alors c'est un pays curieux parce qu'on n'arrête pas de nous dire des choses très bien sur l'Allemagne. Elle renonce à l'énergie nucléaire. Oui, elle renonce à l'énergie nucléaire, mais pour faire un partenariat énergétique avec la Russie, avant de mettre en place une entente commerciale avec la Chine. Et tout ça, sans jamais qu'une seule fois elle ait consulté ses partenaires. Il paraît qu'on est partenaires tous, fameux couple merveilleux. Couple, parfois, c'est pas toujours... C'est vrai que dans certains couples, c'est aussi souvent comme ça, on ne se dit pas grand-chose. Mais là, quand même, c'est un peu le problème, je trouve. Enfin, c'est un couple dans la version que je ne pense pas la plus intéressante. Bon, à condition qu'on naturellement fasse le choix du coup. Mais après, ça, c'est encore d'autres thèmes sur lesquels je n'ai pas à intervenir. Donc, tout ça sans consulter ses partenaires. Donc, l'Allemagne fait durer l'euro pour qu'il n'y ait plus d'industrie française. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est pour ça que le patronat allemand a fini par dire c'est très bien l'euro. Alors qu'ils étaient extrêmement hostiles. Moi, j'ai retrouvé une citation que j'adore, de Konrad Adenauer, c'est quand même pas d'hier. Et Konrad Adenauer disait, écoutez, l'Allemagne, c'est vraiment un pays dont je voudrais pas être le voisin. Konrad Adenauer, c'est quand même pas mal, hein, je veux dire. Bon, c'est pas inventé. Hein. Bon, alors, beaucoup à dire, finalement, avec l'Allemagne, on n'a plus... Bon, on dit, il faut méfiez-vous de vos amis, mais avec l'Allemagne, on n'a plus vraiment besoin d'ennemis. Alors, j'ai un petit truc, parce que j'exagère sûrement, mais ça, je l'ai trouvé chez Todd, et il a raison. Todd dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, les Allemands? Là, ils ont fait un cirque pas possible depuis 2 ans sur le débat sur la circoncision. Ça n'a pas grand-chose à voir, a priori, avec l'euro, mais c'est intéressant. Et les détracteurs disent, c'est pas possible, c'est une atteinte aux droits de l'enfant, etc., la circoncision, etc., alors, comme le dit Todd, il dit oui, enfin la circoncision, alors il y a la circoncision rituelle, religieuse, naturellement, qu'on connaît
certaines religions monothéistes, mais il y a aussi la circoncision d'hygiène. Aux États-Unis, d'après les chiffres, il y a plus d'un enfant sur deux aujourd'hui, enfin un garçon qui est circoncis à la naissance. Bon, on le sait peut-être pas, mais bon. Et donc, juste un mot donc, pour dire que ça augure pas d'une souplesse particulière de raison. Disons qu'avec les Allemands, on n'a pas des gens dont la souplesse de raisonnement est effectivement avérée. Et dans le rapport qu'on a avec eux, en plus de dominant-dominé, le dominé fasciné par rapport au dominant qui effectivement exerce son pouvoir. Bon, donc c'est comme dans les couples, c'est pas une très bonne chose, quoi. En général, ça donne pas des très bons résultats et ça dure pas beaucoup. Alors, je voudrais quand même dire à nous autre chose sur l'Allemagne, puisque tu me dis que c'est la fin pour moi, et je finirai peut-être par ça. Mais du coup, je ne parlerai pas des monnaies, mais on en parle à d'autres moments. On verra dans le débat. Sur la Grèce, quand même. Un mot sur la Grèce. Alors moi, là, moi, je relis tout ce qui s'est passé. Actuellement, je suis très fasciné par, je pense à Johan Chapoutot, des gens comme ça, les gens qui essaient de réfléchir. Alors, attention, ne vous trompez pas sur ce que je veux dire, sur la pensée nazie et les rapports avec la Grèce. Bon, la pensée nazie, c'est la pensée nazie, c'est pas la pensée de l'Allemagne d'aujourd'hui. Mais bon, l'Allemagne est un pays qui a été marqué par la pensée nazie. Je veux dire, comme nous, on a été marqué par les Lumières, par différents temps, par le romantisme et tout ça. Et donc le rapport de l'Allemagne à la Grèce est très fascinant. C'est-à-dire que pour les Allemands, et pas que pour les nazis, les Grecs, c'était déjà c'était les grands de l'Antiquité, mais c'était des gens de l'Antiquité du Nord, ce qui est bizarre quand on voit la Grèce, mais ils étaient considérés comme des Nordiques, et donc surtout pas comme des Sémites, tout ce qui a effectivement la lie de la société, et donc fascination par rapport aux Grecs. Donc ces Allemands fascinés par les Grecs, qu'est-ce qui se passe là? Quand on voit ce qui s'est passé depuis 2010, et même un peu avant, avec les remboursements. Alors je voudrais juste vous redonner une information, pour que vous l'ayez bien en tête. En 1953, quelques années après la fin de la guerre, les Allemands sont en grande difficulté. Pour les choses qu'on connaît actuellement, plan d'austérité, plan de restriction sur les salaires, etc., c'est la catastrophe. Et les Allemands demandent l'aide des autres pays européens. Alors attention, des pays, il n'y avait pas encore, on est en 53, c'est pas l'UE, 21 pays se mettent autour de la table. Et dans les 21 pays, il y a la Grèce. Savoureux. Les 21 pays disent, ah oui, vous avez un gros problème, on va faire quelque chose pour vous. Ils font trois choses. Première, ils disent, vous avez un problème, vous ne pouvez pas payer, on va faire une réduction de la dette. De combien d'après vous? 60%. Pas négligeable. Tu devais 100, tu n'as plus que 40 à payer. Deuxièmement, tu ne peux pas payer, donc on va te mettre dans des conditions possibles, on va faire un moratoire. On est en 53, jusqu'en 58, tu ne payes rien. Et après, on va te mettre une durée de 30 ans. 58, 88. Troisième temps, peut-être le plus important. Pour moi, qui suis prof aussi de finance et d'économie, parce que c'est exactement la logique de la finance. La logique de la finance, c'est quand même toujours de savoir si l'argent qu'on met quelque part va avoir un flux demain qui revient. Les fameux DCF, comme disent les financiers, les discounted cash flows, c'est bête comme chou la finance. C'est à se demander comment on peut être prof de finance et penser que c'est très compliqué. Mais bon, voilà, tu mets de l'argent et est-ce qu'il y a un retour? Et s'il y a un bon retour, c'est bien. S'il n'y a pas un bon retour, c'est pas bien. Bon. Voilà, les petites formules mathématiques pour faire chic, quoi. Dès qu'on prend une formule d'actualisation, quand même, ça impressionne plus dans les chaumières ou dans les salles de classe. Enfin bon, peu importe. Et donc, ils disent, attendez, le problème aussi, c'est pas ça. C'est pas simplement qu'on baisse la dette. C'est pas simplement qu'on fasse un moratoire. C'est pas simplement qu'on l'échelonne sur 30 ans. Tout ça, c'est quand même déjà sacrément bien. C'est pas ce qu'on fait avec la Grèce actuellement. Mais en plus, il faut qu'elle puisse payer, l'Allemagne. Et comment elle va payer? Elle va payer sur ses cash flows, donc sur ses flux. Les flux d'argent, elle les a où? Par ses exportations. Parce que ça rentre de l'argent. Eh bien, on fera en sorte que jamais une année donnée, le flux ne soit supérieur à 5% des exportations. Parce qu'autrement, ce serait insoutenable. Ça nous renvoie à tout le débat d'hier, je ne vais pas en dire plus, sur les dettes odieuses, dettes illégitimes. Eh bien, c'est ce qu'on a fait pour l'Allemagne en 1953. Et pourquoi on l'a fait aussi? Parce qu'en 1953, il y avait 21 pays souverains autour de la table, et pas la Commission européenne, la fameuse Troïka avec la Commission européenne, le FMI et la BCE, qui avaient l'idée d'une politique. Et c'est ce qui a permis à l'Allemagne. Alors après, l'Allemagne s'est redressée, elle a payé bien avant 88, etc. Ces éléments. Voilà. Bon, je pense que j'ai utilisé beaucoup de mon temps, mais je t'avais demandé déjà une autorisation d'en faire un peu plus, 40 minutes. Bon, j'ai d'autres choses à dire sur les monnaies. Beaucoup de mal à dire sur les monnaies électroniques, beaucoup de bien sur les monnaies locales, vous en doutez, mais en même temps un scepticisme, parce que pour l'instant, c'est un peu la soupape dont on se sert. Et voilà, en tout cas, merci de m'avoir écouté sur ces points. J'espère qu'on va continuer à débattre.